Bien, bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés pour ce webinaire. Voilà, on vérifie juste quelques aspects techniques de notre côté. Voilà, mais il est 16h30. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Donc, voilà, par respect pour toutes celles et ceux qui sont connectés à l'heure, voire même en avance. Donc, merci à vous pour votre connexion. Alors, on va alternativement nous enlever les masques pour parler, parce que visiblement le son passera mieux sans le masque. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc nous sommes réunis aujourd'hui sur un thème de prévention des risques professionnels spécifique aux activités de la culture de la canne à sucre. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Alors tout d'abord, donc je vais nous présenter. Donc nous serons trois animateurs pour ce webinaire. Alors donc moi-même je suis Xavier Farel, donc directeur de la prévention des risques professionnels de la CGSS de La Réunion, donc Caisse générale de sécurité sociale. Ma collègue Françoise Fontaine, donc, qui est contrôleur de sécurité et référente pour le secteur agricole à La Réunion, et de la CGSS Guyane, Yolande Convindin, donc, qui est également contrôleur de sécurité et référent agricole sur le département de la Guyane. Alors, quelques bonnes pratiques. Nous vous invitons à privilégier le casque audio pour plus de confort pour le son. Nous vous invitons également à fermer les autres logiciels qui utiliseraient la bande passante de votre connexion. L'enregistrement de cette conférence en ligne vous sera adressé par mail dans les 24 heures et vous pouvez échanger avec nous par écrit via le volet du chat qui se trouve en haut à droite de votre écran pendant toute la présentation. David est derrière l'écran pour y répondre et nous avons également un temps d'échange de questions-réponses en fin de séance. Merci Fanny pour ces précisions techniques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques mots pour resituer qui nous sommes devant la caméra. Donc le réseau de l'assurance maladie risque professionnel. Alors, en caisse générale de sécurité sociale, donc dans les départements d'outre-mer, nous avons pour particularité donc de gérer à la fois le régime général et le régime agricole. Donc, côté régime général, donc, nous sommes en lien avec la Caisse nationale d'assurance maladie et dans le giron de laquelle on trouve l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité. On en reparlera en fin de webinaire parce que c'est notre ressource, notre banque de données de documentation et autres publications et dossiers sur les risques pro. C'est vraiment notre référence. Eurogip, qui est un organisme qui représente la France dans les comités européens et qui mène aussi des études comparatives de gestion des risques pro entre les pays européens. Et puis, donc, il y a le réseau des caisses régionales, donc la CRAMIF en Ile-de-France, les CARSAT sur les autres régions métropolitaines et les CGSS donc dans les 4 départements d'outre-mer. Pour le régime agricole, donc, nous sommes en lien avec la Caisse centrale de MSA, de Mutualité sociale agricole, voilà, sur l'ensemble de ces activités, santé, famille, retraite, services, et donc y compris la prévention des risques professionnels. Ce qui nous permet donc dans le secteur agricole, via le régime général, de déployer des actions auprès des salariés agricoles qui sont général dans les DOM et via la MSA, donc de nous adresser aux exploitants. Alors, notre réseau en fait, est organisé autour de 3 missions. Alors, tout d'abord, la mission première en fait, de l'assurance maladie risque pro est d'indemniser les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, c'est la reconnaissance des sinistres et la réparation avec donc des indemnités qui sont une reconnaissance automatique et des indemnités forfaitaires. Pour pouvoir financer ces indemnisations, donc, il y a une activité de tarification, c'est-à-dire de déterminer les cotisations patronales de chaque entreprise en fonction de son activité, de son effectif, de sa sinistralité passée. Et puis,
dans l'idée de faire baisser le coût social et économique des accidents du travail et des maladies professionnelles, eh bien, il y a une mission de prévention voilà, que nous représentons aujourd'hui. Alors pourquoi de la prévention? Parce que au global, si je prends les chiffres du régime général de France entière, c'est plus de 13 milliards d'euros qui sont versés en indemnité aux salariés victimes d'AT-MP chaque année, en coût direct, plus 4 à 5 fois l'équivalent de ce montant en coût indirect. Donc vous voyez tout l'intérêt de mener de la prévention, de mener à bien la prévention pour pouvoir permettre aux entreprises de limiter la casse, de permettre aux salariés de travailler dans des meilleures conditions et donc voilà, d'investir de manière plus intéressante tout ce montant. Alors, notre rôle, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc notre mission est de sensibiliser, accompagner les employeurs et exploitants donc, pour une santé durable au travail. Alors, on a plusieurs méthodologies d'intervention. On a de l'intervention directe en entreprise ou en exploitation, de l'accompagnement, du conseil sur les risques, à l'analyse de risques, au choix de solutions de prévention. Nous avons une offre de formation, soit en direct, notamment une formation en ligne dont on va parler en fin de présentation, mais surtout le choix qui a été fait par la branche depuis quelques années, c'est de former des formateurs au niveau de l'INRS, c'est-à-dire qu'au niveau de l'institution, nous maîtrisons on va dire le contenu des formations et ensuite nous habilitons et certifions des formateurs et des organismes de formation pour une homogénéité de la formation sur l'ensemble du territoire. Via l'INRS et les caisses régionales, il y a bien sûr la mise à disposition de documentation technique, d'autres supports pour les entreprises, de guides d'évaluation des risques notamment. Et puis il y a une partie aide financière, puisque donc nous pouvons aider financièrement les entreprises qui investissent dans la prévention des risques professionnels. Alors il y a plusieurs dispositifs, on viendra dans le détail tout à l'heure, selon que l'entreprise a ou non des salariés, voilà, avec des conditions d'éligibilité bien sûr. Mais bon, au niveau régime général national, notre branche a un budget annuel de 100 millions d'euros pour les aides financières. Donc, c'est pas rien, ça contribue quand même de manière assez forte et incitative au développement de la prévention dans les entreprises. Et on a aussi également des aides financières dédiées aux exploitants agricoles. Alors, sur nos visites terrain, donc, ça représente environ 50 000 visites à l'année, donc entreprises, chantiers, tout secteur d'activité. Alors, il y a un ciblage qui est fait, parce que sur 2 millions d'entreprises du régime général, effectivement, on va voir en priorité les entreprises qui sont ciblées par un de nos programmes nationaux ou régionaux, de par leur sinistralité avérée, c'est-à-dire les accidents du travail ou maladies professionnelles qu'il y a eu dans ces entreprises, qui correspond à un tiers des dépenses de la branche. Sur le volet formation, via la démultiplication que j'expliquais tout à l'heure, donc c'est plus d'1,2 million de personnes formées à la prévention par an, donc par les organismes habilités par la branche. Voilà, alors aujourd'hui, donc, on a une présentation qui s'articule en 3 parties. Tout d'abord, donc, culture de la canne à sucre et santé au travail. Donc, on va voir quels sont les risques présents. Une deuxième partie sur la prévention des risques professionnels. Et puis, enfin, on abordera les solutions pour les petites exploitations. Donc, bonjour à tous. Pour commencer, une présentation de la culture de la canne à sucre dans nos départements et de la santé au travail. Pour commencer, peut-être quelques premiers repères. Donc, la culture de la canne à sucre dans nos 4 départements, elle est présente. Alors, spécifiquement sur le département de la Réunion, c'est une activité majeure puisque on va avoir à peu près 2800 exploitants qui sont affiliés, parmi lesquels plus de 200 employeurs. Mais c'est aussi 22 640 hectares de surface cultivée.
À La Réunion, toujours, la culture de la canne à sucre est le premier maillon de la filière canne, énergie, sucre et rhum, qui connaît une forte saisonnalité, puisqu'on a toutes les activités de coupe qui sont réalisées de juillet à décembre. À La Réunion, toujours, on a à la fois la particularité de cumuler sur le territoire des exploitations qui vont continuer à pratiquer la coupe manuelle et d'autres, au contraire, sont plutôt sur la coupe mécanisée. En tout cas, quel que soit le type de coupe qui est choisi, c'est une activité qui va nécessiter de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, Yolande, je ne sais pas si tu souhaites compléter sur les données par rapport aux trois autres départements. Oui, bien sûr. Donc, sur la Guyane, par exemple, nous sommes à 59 exploitations qui font de la canne à sucre avec une superficie moyenne de 2,5 hectares. Grosso modo, nous sommes sur 150-160 hectares dédiés à la canne à sucre chez nous. En tonnage, si je peux continuer, à La Réunion, on est un peu plus de 2 millions de tonnes en production. En comparaison, en Guyane, on va être sur 12 500 tonnes en production. Les chiffres que j'ai pour la Guadeloupe sont de 600 000 tonnes et la Martinique de 230 000 tonnes. Vous voyez, il y a effectivement un grand écart entre les différents départements d'outre-mer. Même si, effectivement, sur les 4 départements, nous retrouvons de la canne ne sont pas forcément les mêmes. Chez nous, on parlera plus de culture, de petites cultures avec une exploitation manuelle. D'accord. Merci Yolande pour ces précisions. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le département où on se trouve, la culture de la canne à sucre, elle doit aussi faire face à un certain nombre de défis. Le premier des défis, c'est celui des contraintes climatiques, avec les épisodes cycloniques, les périodes de forte pluie, voire même les épisodes de sécheresse. C'est aussi de la pression économique pour les exploitants, qui en plus doivent faire face à plus ou moins la présence de pénibilité au travail, une population active sur cette activité-là qui est plutôt vieillissante et qui rencontre en parallèle des difficultés de recrutement. Donc, quand on regarde tous ces éléments-là, on se dit qu'en fait, la sécurité au travail fait en effet partie des éléments sur lesquels on peut travailler pour favoriser et améliorer l'image de la profession. Et on souhaitait vous partager aussi les témoignages de partenaires avec lesquels nous avons travaillé sur les outils de cette filière d'activité. Le premier des témoignages, c'est un exploitant qui nous rappelle que pour lui, la prévention des risques, c'est vraiment très, très important pour une entreprise, puisque quand le chef d'entreprise lui-même, le chef d'exploitation ou un de ses salariés est absent pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et bien du coup, il y a nécessité de chercher à le remplacer. On ne peut pas forcément trouver la main-d'œuvre qualifiée quand il le faut. Ça va entraîner un retard dans les tâches à accomplir, et notamment quand ça arrive la période de forte activité, et bien du coup, le manque de main-d'œuvre peut se faire cruellement ressentir et une difficulté à aller jusqu'au bout de la coupe et terminer la saison correctement. Je suppose que je parle très fort, c'est pas quand je parle. Un autre témoignage d'un service de santé au travail qui nous rappelle également qu'en l'absence de mécanisation, du coup, l'exposition à des facteurs de pénibilité physique, mais aussi l'exposition aux rayons UV, ce sont des choses qui sont encore plus renforcées et qui vont de fait accentuer les risques d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'absentéisme. Voilà, on est un peu dans un cercle vicieux par rapport à ça. Alors du coup, les risques de la filière canne à sucre, quels sont-ils ? Le premier risque qu'on peut citer, ce sont les douleurs au dos et aux articulations, à mettre en lien notamment avec le port de charge répété, le port de charge lourde, les postures contraintes au travail, soit on travaille avec le dos penché, soit on travaille avec les membres supérieurs en extension, ou encore on effectue des gestes répétitifs, par exemple comme sur la petite image pour couper manuellement la canne. Et ce qu'on peut retenir, c'est que dans la profession, 90% des maladies professionnelles qui sont reconnues sont des fameux TMS, des troubles musculo-squelettiques. Un autre risque, c'est celui des intoxications, des affections cutanées ou des troubles respiratoires.
à mettre en lien cette fois-ci avec la manipulation de produits phytosanitaires, donc les engrais, les pesticides, les herbicides. On va retenir surtout que ces produits, l'exposition à ces produits vont causer des problèmes de santé importants, voire mortels. Et en tout cas, ces intoxications, elles peuvent avoir lieu à différents moments, au moment de la préparation des bouillies, au moment de l'épandage et parfois même au moment du retrait des EPI et du déshabillage. Enfin, un troisième risque qui nous semblait important de pouvoir citer, c'est celui des chutes de hauteur et chutes de plein pied. Chute de hauteur, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire de l'arrimage de la canne à l'intérieur de la remorque. Ici, il y a encore beaucoup de pratiques du papier chaîné, mais aussi chute de hauteur au moment de l'entretien, de la maintenance ou du nettoyage des engins. Et puis, les chutes de plein pied tout au long de la circulation sur l'exploitation. Donc, on ne les a pas fait apparaître, mais d'autres risques nous semblent importants à devoir être cités. C'est celui du risque de renversement des engins avec écrasement des personnes. Nous avons malheureusement connu, en tout cas sur notre département, des accidents mortels suite à ça. Un autre risque qu'on pourrait citer également, c'est celui des blessures et des coupures du fait de l'utilisation d'outils à main tranchants ou de petits équipements, à petites machines de travail, les débroussailleuses, les tronçonneuses et ainsi de suite. Donc, du coup, Yolande, je te laisse la main pour parler des conséquences. Tout à fait. Et les conséquences, effectivement, sont multiples. Si l'on devait parler juste des journées de travail perdues chaque année, 4000 journées de travail perdues chaque année, ce serait l'équivalent d'une petite entreprise de 20 salariés qui fermerait ses portes. Une entreprise de 20 salariés qui ferme ses portes, 20 personnes qui sont mises au chômage chaque année. 4000 journées de travail. Si l'on doit aller ensuite sur les arrêts de travail, 43 jours, juste en arrêt de travail, ça veut dire qu'il y a des personnes qui restent sans activité pendant à peu près 2 mois. Ces 43 jours, si on essaye de creuser un tout petit peu, excuse-moi Fanny, ces 43 jours, on se rend compte, Françoise vous le disait tout à l'heure, que l'une des principales causes d'accidents de travail reste la manutention manuelle qui représente plus de 44% des accidents de travail. Les 128 jours, on y arrive maintenant, 128 jours d'arrêt en moyenne pour une maladie professionnelle, soit à peu près 6 mois. Et on sait que fort souvent, après un arrêt supérieur à 6 mois, là ce sont les statistiques qui parlent, la reprise est très compliquée. Et on va se retrouver avec des personnes qui vont chercher à changer d'emploi. Donc ça veut dire une compétence, une personne, de l'expérience qui va partir, tout simplement. Donc, après ce petit exposé, je vous propose un petit quiz, notre premier quiz du webinaire, donc qui va nous permettre de sonder parmi les... Aujourd'hui, je vois que nous avons 12 personnes en ligne. Parmi les 12 personnes en ligne, vous allez pouvoir prendre le temps de vous exprimer. Donc, avec ce petit questionnaire, ce petit quiz que l'on va lancer, juste pour info, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Vous n'hésitez pas à cocher toutes les cases qui vous semblent répondre à la question. La question donc, à votre avis, quelles sont les conséquences des maladies professionnelles et accidents du travail pour l'entreprise? Donc, top, on lance le quiz. Alors, le quiz est lancé. Vous avez 1 minute pour y répondre. Alors, on vous laisse effectivement le temps de vous imprégner des différentes possibilités. Je vois déjà qu'il y a déjà des personnes qui ont répondu. Merci beaucoup. On attend les autres également. Voilà, il reste quelques secondes. Ça y est, nous avons les résultats. Alors, effectivement, vous êtes 67% à penser que ce sont les coûts directs et indirects qui sont justement les conséquences des maladies professionnelles et accidents du travail pour l'entreprise.
Vous êtes également 33% à penser que c'est dû à la désorganisation du travail. En revanche, les autres réponses n'ont pas suscité d'intérêt. Alors, je te laisse reprendre, Yolande. Si je peux intervenir, les conséquences sont effectivement multiples suite à un accident de travail. Coût direct et indirect, effectivement, il y en a. Ben, la personne, il va falloir la remplacer demain après-demain. Juste un chiffre maintenant que j'y pense. Les coûts indirects, eux, sont 3 à 5 fois supérieurs aux coûts directs. Donc, l'accident a eu lieu, ça va coûter de suite à l'entreprise, mais à plus long terme, on va chercher à remplacer la personne. Il va falloir modifier des plannings, on va prendre du retard. Donc, tout ça, ce sont les coûts indirects qui vont, mis bout à bout, être 3 à 5 fois supérieurs aux coûts directs. Il y aura, ensuite, j'ai vu de la désorganisation du travail pour 33%. Effectivement, une personne en moins, ça fait une compétence en moins sur la chaîne de production ou au champ, puisque dans le cas présent, on parle de canne à sucre. Donc, il va falloir réorganiser le travail. Peut-être prendre une personne supplémentaire, peut-être commencer par un autre bout du champ. Donc voilà, on va prendre du retard, même si effectivement le retard n'a pas été indiqué par les participants, on va prendre du retard dans le travail. Si on travaille normalement, nous sommes 15 sur l'exploitation, là une personne en moins 14, on ne pourra pas faire de toute façon la même production que si nous étions au total, au complet. Il va falloir remplacer cette personne, ça veut dire mobiliser de l'énergie, mobiliser un réseau pour trouver une personne qui pourrait avoir les compétences que l'on va devoir former ensuite, si ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des coûts encore pour l'entreprise. Voilà. Du temps et de l'énergie, c'est tout ce que je pourrais rajouter. Comment prévenir ces risques? Merci Yolande. Alors donc je reprends la suite. Alors donc vous avez vu qu'il y a donc des risques et des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'activité de culture de la canne. La démarche de prévention, comment ça se passe? C'est en 2 étapes. Comme tout projet, il faut d'abord démarrer par un état des lieux, une analyse de la situation. Donc, c'est la partie identification et évaluation. Alors, identification, c'est quoi? C'est-à-dire repérer quelles sont les sources de danger liées à du matériel, des produits, la manière de procéder à une tâche, des modes opératoires, une organisation du travail qui fait qu'on n'a peut-être pas les bons outils au bon moment ou on n'a pas forcément les bons procédés. Ça, c'est la partie identification-analyse. Ensuite, l'évaluation des risques, c'est voir de quelle manière je suis exposé à ces dangers, à ces problématiques. Donc, moi, en tant qu'exploitant, ou bien mes salariés, donc en termes de ce qu'on appelle communément en termes de fréquence et de gravité. Fréquence, c'est est-ce que c'est tous les jours, je suis exposé à ce problème-là, à ce risque d'accident, de maladie, et ou en continu, ou bien est-ce que c'est une activité ponctuelle. Ça va permettre en fait d'une part de voir la fréquence en termes de priorité et puis en termes de gravité, est-ce que les conséquences possibles du risque sont un accident bénin ou bien un accident grave, voire un risque mortel, par exemple une chute de hauteur, exposition à un produit cancérigène. Ça peut être un risque immédiat ou un risque différé, comme par exemple pour le risque chimique. Donc ça, cette évaluation, où là on rentre vraiment dans le détail, va permettre d'identifier les plus graves à traiter de manière prioritaire et ceux qu'on pourra traiter dans un second temps. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on va élaborer un plan d'action et ensuite on va passer à l'action. Du coup, j'ai déjà pris un petit peu d'avance sur ma diapo. Alors, donc pour passer à cette identification des risques, l'idée c'est dans l'activité professionnelle, de découper l'activité en différents temps, en différents moments, en différentes tâches. On va lancer le deuxième sondage de ce webinaire et donc on va vous laisser vous exprimer. Donc, à votre avis, quelles sont les tâches dans l'activité spécifique qui est culture de la canne à sucre? Quelles sont les tâches pour lesquelles il y a un risque d'accident du travail et de maladie professionnelle? Voilà,
c'est à vous de jouer. Je crois que le décompte est déjà lancé. Tout à fait. Il vous reste un peu moins d'1 minute pour y répondre. Merci. Là aussi, je vois qu'on a déjà des résultats. Merci beaucoup pour votre participation. Plus que quelques secondes. Et on aura les résultats. Ça y est. Donc effectivement, 20% pensent que c'est plus l'épandage de produits phyto. 80% pensent que c'est la coupe manuelle. Alors, on écoute l'expert. Bien, alors, en fait, donc, il y a des propositions qui étaient précodées dans la réponse, et en fait, l'ensemble de ces tâches sont source de risques. Au moment de la préparation de la bouillie, donc du mélange de produits phyto, on a un risque d'exposition au produit qui est important, parce qu'on manipule du produit qui est pur, on va le diluer. Donc, on a un risque de renversement, d'exposition au produit, que ce soit par voie cutanée, par voie respiratoire. L'épandage de produits, bien sûr, vous l'avez bien identifié. C'est aussi le risque chimique. La coupe manuelle, alors il y a le risque TMS, de par les postures contraignantes, les gestes répétitifs. Il y a un risque de coupe également. En champ, il y a aussi, il ne faut pas oublier, donc, un risque également leptospirose qu'il peut y avoir dans les champs de canne. Il y a un risque d'exposition aux ultraviolets parce qu'on est toute la journée en extérieur, en plein soleil. Voilà, vous voyez que sur chaque tâche, il peut y avoir plusieurs facteurs de risque potentiels. Et donc, tout le travail est d'identifier à chacune de ces tâches quels sont les risques possibles. Sur l'utilisation d'engins et tracteurs, donc là, bien sûr, comme vous l'imaginez, il y a du risque mécanique, il y a du risque routier. Sur l'ensemble de ces situations de travail et de ces risques, il y a toute une littérature qui existe pour guider l'analyse et l'évaluation des risques. Le nettoyage et la maintenance des équipements de travail, c'est quelque chose qui n'est pas forcément perçu comme phase dangereuse, mais on a là aussi du risque mécanique, du risque chimique, peut-être des postures, du port de charge, voire éventuellement du travail en hauteur, comme sur la dernière situation qui est le chaînage des paquets de canne à sucre, tout type d'intervention en hauteur où là on a du risque d'accident mortel, bien évidemment. Donc voilà, en gros, pour un zoom rapide sur les phases de l'activité qui présentent des risques, et je repasse la parole à Françoise pour la partie prévention. Oui, donc agir pour prévenir les risques professionnels. Vous aviez dit, la démarche, c'est on identifie les situations de travail. À l'intérieur de ces situations de travail, on va identifier des risques en particulier. Et après, voilà, il faut trouver les bonnes pratiques à adopter. Donc, quelques bonnes pratiques là par rapport aux différents risques qui ont été présentés avant. En ce qui concerne l'utilisation d'engins, eh bien, une des premières choses, c'est d'être sûr d'avoir fait le choix d'un engin adapté au travail à réaliser et surtout à la configuration du terrain. Voilà, donc dans le choix des engins, il faut par exemple choisir plutôt des engins qui sont équipés de cabines fermées ou en tout cas équipés des dispositifs de protection. Ça peut être les ceintures de sécurité, ça peut être les structures de protection contre le renversement, ce qu'on appelle les structures ROPS. Ça peut être les arceaux, ça peut être aussi les structures de protection en cas de chute d'objet sur le toit de la cabine. C'est aussi, surtout, penser à respecter les conditions d'utilisation telles qu'elles sont stipulées par le constructeur dans la notice d'instruction. Notice d'instruction qui, je vous le rappelle, doit vous être délivrée à la livraison de l'engin et notamment une notice d'instruction en français. Donc, ce qu'il faut respecter principalement, ce sont les vitesses maximales pour un engin qui soit chargé ou pas. Il y a aussi des notions de pente et de dévers qui sont à prendre en considération, ou tout simplement quel est le nombre de personnes acceptées en cabine pour éviter de se retrouver avec un conducteur et 3 ou 4 personnes qui sont aussi montées ou qui essaient de s'accrocher un peu n'importe où.
Un autre point important, c'est celui de la formation des utilisateurs, à la fois au réglage basique pour utiliser l'engin, mais aussi comment bien atteler les équipements qui peuvent être associés, et surtout la formation à la conduite en sécurité de ces différents engins. Je tiens à rappeler que voilà, ce sont des engins agricoles et ce ne sont pas des véhicules légers tels qu'on peut les utiliser par ailleurs. Et puis, un dernier point, peut-être par rapport à une idée de prévention pour agir par rapport aux engins, c'est veiller à la stabilisation et à la bonne répartition du chargement. En ce qui concerne la prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques liés aux efforts physiques et aux manutentions manuelles, une première hypothèse, ce serait de rechercher des solutions de mécanisation des tâches dès qu'on le peut. C'est aussi le choix d'équipements de travail plus légers, moins vibrants aussi, limiter le poids des contenants, le poids des sacs, des bidons à 25 kg, pas plus. C'est aussi l'affûtage régulier des outils à main coupant. Là, pour le coup, c'est surtout pour éviter de travailler en force, de mettre toute son énergie pour couper quand l'outil n'a plus le pouvoir de coupe. C'est aussi mettre à disposition des aides à la manutention ou en tout cas limiter les distances à parcourir avec une charge à porter. C'est aussi pour l'exploitant se former et faire former le personnel à la prévention des risques liés à l'activité physique, la PRAP. On peut aussi imaginer des solutions organisationnelles pour permettre des temps de pause et des temps de récupération musculaire ou encore de choisir l'alternance des tâches pour éviter la répétitivité d'un même geste sur une longue période de travail. En ce qui concerne l'exposition aux produits chimiques, il va falloir chercher à supprimer ou réduire l'exposition aux produits phytosanitaires, notamment en cherchant à supprimer ou en tout cas à substituer les produits dangereux, voire même les produits les plus dangereux, ce qu'on appelle les fameux CMR, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, soit par des produits moins nocifs, soit par des méthodes alternatives. Pour tout ce qui est épandage mécanisé, c'est utiliser un tracteur avec une cabine qui soit pressurisée, étanche, équipée des filtres à charbon, filtres à poussière. C'est aussi tenir compte des conditions météorologiques au moment de la pulvérisation. Donc, surtout ne pas faire de pulvérisation en période de vent fort. C'est choisir de faire de la pulvérisation plutôt très tôt le matin ou en fin de journée, une fois que les températures sont un peu moins élevées. Et c'est enfin respecter les délais de réentrée dans les parcelles qui ont déjà été traitées. Et une bonne pratique, et qui est toute simple, c'est de veiller à ce qu'il y ait systématiquement de l'eau au plus proche des situations de travail, à la fois pour nettoyer les mains, pour laver les mains, et aussi nettoyer les équipements de protection individuelle qui ont pu être souillés par ces produits. Et enfin, en ce qui concerne le dernier risque, celui des risques de chute, eh bien, c'est entretenir et dégager les voies de circulation sur la parcelle, ou en tout cas sur toute l'exploitation. C'est dans le choix des engins, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être en choisir qui sont équipés de marche-pieds antidérapants et d'une main courante. Alors, quand ces marche-pieds et ces mains courantes existent, eh bien, il faut aussi adopter des bonnes pratiques pour monter et descendre. C'est toujours monter et descendre face à l'engin en se tenant justement sur ces 3 points d'appui et éviter de sauter depuis la cabine, par exemple. C'est aussi permettre la sécurisation des interventions en hauteur ou des accès en hauteur, par exemple par la mise à disposition de petites plateformes individuelles roulantes légères. Et enfin, et surtout, c'est interdire le levage des personnes dans le godet ou dans les griffes des engins. Voilà, principalement. Alors du coup, pour aider les exploitants à identifier les situations de travail les plus exposantes et choisir les solutions les plus adaptées à leurs caractéristiques, eh bien, différents outils ont été créés. Certains de ces outils ont été créés avec des partenaires régionaux. Donc, il s'agit principalement des organisations professionnelles, de la Chambre d'agriculture et au travail. Donc, un petit clin d'œil à eux dans cette phase de la présentation pour les remercier de leur contribution. Et je vais maintenant laisser Yolande vous présenter ces différents outils.
Yolande, es-tu revenu? Yolande? Un petit souci de micro, on va peut-être prendre le relais en attendant. Alors, donc, au niveau de l'assurance maladie risque pro, donc, nous avons mené donc, un projet commun aux 4 CGSS, donc spécifiques à l'agriculture tropicale. Donc, comme vous l'avez compris, la Guyane et la Réunion ont travaillé sur le secteur d'activité de la canne à sucre pour donc développer des outils spécifiques à l'activité. Alors, l'analyse des risques et de l'évaluation des risques, elle se concrétise par la rédaction d'un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Alors, c'est une obligation réglementaire depuis un petit peu plus de 20 ans. Donc, il n'y a pas de modèle imposé par le Code du travail. Par contre, il y a une démarche qui est préconisée et afin d'aider les exploitants agricoles de la canne à sucre à mener à bien cette démarche. Donc, en partenariat avec l'INRS, nous avons conçu un outil en ligne gratuit qui est... pardon. Oui. Yolande, Oui, je suis là, vous m'entendez? Voilà, ok. Bon, j'avais pris le relais en attendant, donc j'allais parler de l'OERA, donc je te laisse reprendre la main sur le... Je te remercie Xavier, j'écoutais effectivement, mais je n'arrivais pas à reprendre la main. Donc juste deux petites choses, effectivement, après que nous ayons parlé d'évaluation de ces risques, la première, qui était la première étape, le document unique, qui est un document obligatoire depuis 2001, et qui est à réaliser au moins une fois. Mais chaque année, il faudra pas oublier de le mettre à jour de manière annuelle, ou à chaque accident du travail, mais aussi à chaque changement au sein de votre entreprise ou nouveau mode de fonctionnement. Nouvelle machine, par exemple. Françoise parlait des différents types de machines sur les exploitations il y a 2 minutes. Vous faites rentrer une nouvelle machine sur votre exploitation, donc elle va entraîner, elle va amener aussi de nouveaux risques. Donc, il faudra évaluer cette machine aussi. Nous avons, sur le volet évaluation des risques, travaillé en partenariat donc, avec les partenaires que Françoise remercie il y a 1 minute, afin de produire un OIRA, donc, qui est une application qui est très facile d'utilisation, qui est accessible en ligne et qui vous permettra de réaliser votre document unique. L'avantage de l'OIRA qui fait partie de l'offre de services de l'assurance maladie pour les TPE, c'est que c'est un outil très intuitif et simple d'utilisation. Nous avons travaillé sur l'OIRA Cannes en partant sur les différentes... On n'entend plus, Yolande. Yolande, t'entends plus? Allô? Oui, Oui, c'est bon, on t'entend. L'OIRA, je disais, qui permet de réaliser le document unique, mais aussi d'obtenir, ce qui est surtout primordial, le plan d'action derrière. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que l'on a évalué ces risques? Donc, si on peut aller sur l'exemple de document, voilà, là on n'y verra pas grand-chose, mais je vous invite rapidement à vous connecter sur www.inrs/OIRA et de vous diriger vers l'OIRA agriculture tropicale. Donc vous allez voir, et vous avez autant d'OIRA que de métiers. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est dédié à l'agriculture tropicale, où nous avons effectivement évalué par activité les différents risques qu'il pourrait y avoir et proposer des solutions. Donc lorsque vous êtes concerné, vous cochez. C'est vraiment très intuitif. Ce document est, du moins, l'application est gratuite, complètement anonymisée, et l'avantage c'est qu'à la fin de
à la fin de l'exercice, vous pouvez obtenir votre document unique, donc répondre à une de vos obligations, en plus d'avoir votre plan d'action qui vous permettra de réagir quant aux différents risques que vous aurez identifiés sur votre exploitation. Voilà. Parmi les outils qui font aussi partie du pack TPE qui est mis en place pour les petites entreprises sur lesquelles l'assurance maladie a travaillé dans le cadre de cette offre de service, il y a un outil aussi Analyse AT. Donc demain, sans le souhaiter, vous avez un accident de travail sur votre exploitation. L'une des priorités, c'est de pouvoir analyser cet accident, identifier les causes de cet accident afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Avec cet outil qui fonctionne un peu comme l'OIRA que nous avons vu précédemment, vous pourrez rechercher les différentes causes de cet accident et à chaque cause que vous aurez détectée, vous pourrez mettre en place, on vous proposera en tout cas, des mesures de prévention. Ces nouveaux éléments pourront être ensuite intégrés à votre document unique que vous allez remettre à jour. Pour continuer, nous avons aussi travaillé sur la mise en place des solutions incontournables en prévention sous la forme de fiches qui sont à votre disposition. Là, vous avez de suite un exemple avec la fiche bien stocker son matériel. Bien stocker les produits chimiques, puisqu'on parle du risque chimique et notamment avec l'utilisation des produits phyto sur les exploitations. Donc, cette fiche, elle est disponible sur le site Amélie Entreprise. Je vous invite à vous y rendre. Nous avons travaillé sur des fiches comment bien choisir son matériel aussi. Voilà. Donc, il existe 2 fiches qui vous intéresseront directement sur le volet agricole, en tout cas canne. Une qui a été réalisée sur la coupeuse de canne et l'autre sur la chargeuse de canne. Donc, celle que vous avez à l'écran concerne la coupeuse de canne. Et donc, ce sont les petites astuces en termes de santé-sécurité pour vous orienter sur le choix du matériel. Fort souvent, il n'y a aucun problème sur la productivité. Vous savez faire et vous le faites sans problème. Par contre, grâce à cette petite fiche, vous verrez les éléments incontournables. On parlait de cabine, on parlera aussi de siège, comment est-ce qu'on règle bien son siège, quel dispositif est-ce qu'il faut que l'on retrouve absolument dans une machine pour limiter notamment tout ce qui est vibration ou troubles musculo-squelettiques aussi. Dans notre petite besace outils, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver aussi le cahier de l'accueillant. Je crois que c'est la fiche d'après. Voilà, le cahier de l'accueillant. Demain, après-demain, vous allez recevoir de nouvelles personnes au sein de votre entreprise. Les chiffres nous montrent que les nouveaux arrivants sont très impactés et particulièrement exposés par les accidents de travail. 15% des AT graves et mortels se produisent au cours des 3 premiers mois d'embauche. Si on va un peu plus loin, un quart des AT concernent des salariés ayant moins d'1 an dans l'entreprise. Donc, ce temps de prise en main des outils, de connaissance de l'environnement du travail, et effectivement rend, en tout cas les nouveaux arrivants, particulièrement exposés aux accidents du travail. Au-delà des nouveaux arrivants, il y a aussi les jeunes, les 18-24 ans, qui ont 1,5 fois plus d'accidents que les autres salariés de l'entreprise. Certainement dû à la jeunesse et à la non, comment je vais dire ça de manière politiquement correcte, la perception du risque qui n'est pas la même qu'un salarié qui a plus de bouteilles. Grâce à cet outil, la démarche d'accueil sera complètement décrite et vous allez pouvoir vous l'approprier afin d'élaborer votre démarche d'accueil pour vos nouveaux salariés. Cet outil vous permettra aussi de formaliser cet accueil. Au-delà de juste le petit tour de l'entreprise, vous allez pouvoir avoir une trace de cet accueil avec vos nouveaux arrivants au sein de l'entreprise. Voilà. Bien. Merci Roland. Je termine par un petit mot sur les formations en ligne. Donc, nous tenions à vous présenter
deux formations qui sont en ligne. Alors, la première, compétences de base en prévention, c'est une formation nationale qui est sur le site de l'INRS. Donc, il y a une formation plutôt technique, plutôt vraiment métier pour comprendre le processus d'apparition du dommage, les notions de risque, d'accident, de prévention primaire, secondaire, tertiaire, voilà, toutes les notions qui vont vous permettre de mieux comprendre peut-être d'une part toute la littérature INRS que vous pouvez télécharger ou étudier, aussi vous de vous donner une meilleure compréhension, analyse des situations de travail pour pouvoir identifier, évaluer les risques et choisir les actions de prévention. Donc ça s'adresse à tout le monde, employeurs comme salariés. Et pour information, c'est une formation qui fait partie des prérequis pour les formations secourisme du travail, SST ou PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des années et dont l'INRS et notre réseau, donc nous faisons la promotion. Une deuxième formation qui est plus récente, qui a à peu près 1 an. Donc la CGSS Réunion a travaillé alors avec des caisses de métropole, mais donc nous avons adapté donc une formation en ligne qui s'adresse plutôt aux gérants, à l'exploitant, aux dirigeants d'entreprise, qui est donc en trois parties sur les enjeux de la prévention, la démarche et vraiment le pilotage de la démarche de prévention, puisque comme tout projet au sein d'une entreprise, la démarche de prévention va réussir si elle vient de l'impulsion, de la conviction du chef d'entreprise, du dirigeant. Donc voilà, comment mener à bien cette démarche en partenariat avec les salariés, les représentants du personnel, comment les associer à la démarche pour qu'elle soit la plus concrète, réaliste, utile et efficace possible. Donc c'est une formation qui est gratuite, qui est en ligne. Vous demandez une inscription en envoyant un mail sur notre boîte générique prévention@cgss.re et on vous envoie un identifiant et un mot de passe. C'est une durée de 4 heures environ. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette présentation de ce webinaire. Donc, s'il y a deux adresses Internet à noter, vraiment à garder dans vos favoris, celle de l'assurance maladie en ligne, amélie.fr, donc rubrique entreprise santé au travail, où vous allez retrouver les informations sur les risques par métier, les informations sur nos aides financières, les différents dispositifs. Et puis, donc, le site de l'INRS, Institut National de Recherche en Sécurité, où vous aurez donc toute la littérature plus technique et notamment les offres de services également qui viennent d'être présentées. Alors, merci à nos orateurs. Bon, il y a un dernier témoignage, effectivement. Oui, alors avant de conclure, donc un petit témoignage d'un de nos partenaires, donc de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Donc voilà, donc une personne de la Chambre qui est habituée à accompagner, à rendre visite à des agriculteurs. Donc il se rend compte que c'est vrai que la routine, l'habitude est un ennemi de la sécurité et de la santé au travail parce que on est accoutumé aux différents dangers qui sont présents sur l'exploitation. Et donc, c'est vrai qu'un regard extérieur, donc notamment d'un technicien de la Chambre d'agriculture, par exemple, peut apporter un nouvel éclairage, une autre vision sur l'exploitation et sur les dangers présents. Donc, ça peut être dans votre démarche un conseil précieux. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux intervenants extérieurs pour la démarche de santé et sécurité au travail. Merci beaucoup. On va passer à présent à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous allons voir déjà si nous avons quelques questions. Effectivement, nous en avons. Alors, donc, on en a 3 pour le moment. On a une question. Donc, les documents uniques d'évaluation des risques sont-ils contrôlés? Alors, dans l'absolu, comme il s'agit d'une obligation qu'on trouve dans le Code du travail, donc les agents de l'inspection du travail sont susceptibles de contrôler d'une part sa présence et d'autre part son contenu, son exhaustivité.
Côté CGSS, les contrôleurs de sécurité, aussi en visite d'une entreprise d'exploitation. La première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez le document unique et voilà, est-ce qu'on peut, donc on a accès également au document unique, donc on regarde la manière dont il est fait, son contenu, son exhaustivité. Ça sert vraiment de base d'échange et de dialogue avec l'exploitant ou le chef d'entreprise. Et voilà, on insiste vraiment sur l'importance de cette démarche qui est le fondement de la démarche de prévention. Si je peux compléter la réponse de Xavier, le document unique de notre côté ne sera pas forcément contrôlé à part, comme le disait Xavier, pour voir si toutes les situations ont été identifiées. Mais par exemple, dans le cas d'une demande d'aide financière, on demandera quand même à vérifier que l'évaluation des risques a été faite et que, en effet, le document unique est bien présent. Donc, il n'est pas contrôlé, mais il peut être demandé. Merci Françoise. Donc effectivement, comme le rappelle David, donc, tous les liens ont été diffusés directement dans le chat pour que vous puissiez directement accéder aux services en ligne. Donc je regarde effectivement s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, un petit complément d'information, parce que finalement, on n'est pas revenu de manière détaillée sur les aides financières que propose les CGSS et l'assurance maladie. Donc, sur le site amélie.fr, donc, vous allez retrouver toutes les subventions de prévention TPE qui s'adressent aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il y a plus d'une quinzaine de dispositifs qui vont traiter les risques de chute, les risques de manutention et les risques chimiques. Et pourquoi 15 dispositifs? Parce qu'il y en a qui sont spécifiques à certaines activités industrielles ou commerciales ou de services. Pour l'activité agricole, il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qu'on appelle le contrat TPE, où donc si vous avez un projet, donc suite à l'évaluation des risques, l'élaboration d'un plan d'action, vous allez prévoir des investissements en matériel, en formation. Vous pouvez demander l'intervention d'un contrôleur de sécurité de la CGSS qui va vous conseiller vraiment sur le choix des actions à mettre en place et monter un dossier pour qu'on vous aide financièrement sur les investissements en matériel, en formation, en protection collective. Donc c'est hors EPI, hors équipement de protection individuelle, qui ne peuvent pas être prises en charge. Donc c'est une aide qui est plafonnée à 25 000 € d'aide de la CGSS avec un taux de participation aux alentours entre 30, 40, voire 50%. Donc c'est intéressant. Dans les dispositifs spécifiques, il y a une aide spécifique au TMS, par exemple, le TMS Pro diagnostic qui permet de financer l'analyse d'un poste de travail par un intervenant en prévention des risques pro, donc un financement à 70%. Et puis la deuxième étape, une aide de TMS Pro Action, où là, donc, on va financer les investissements limitant les manutentions manuelles, les gestes répétitifs, le port de charges lourdes, par exemple. Donc tout ça s'adresse aux entreprises agricoles, donc c'est-à-dire aux exploitants qui emploient au moins un salarié. Par contre, si vous êtes exploitant et que vous n'avez pas de salariés, donc là, vous avez la possibilité de solliciter l'aide financière simplifiée exploitant. Donc là-dessus, pour la CGSS Réunion, il faut aller sur notre site directement, cgss.re, et donc dans la partie relative aux aides financières, vous allez trouver les informations sur la FSE, FS exploitant. Et donc là, sur le principe, on va aider financièrement, pareil, le matériel qui va permettre de limiter l'ensemble des risques, les risques professionnels. Alors, les budgets ne sont pas aussi conséquents, donc c'est une aide qui est plafonnée à 500 € par exploitant. On l'a lancé depuis un petit peu plus de 6 mois. Pour l'instant, on a juste une fois atteint le plafond. On a financé beaucoup, par exemple, de pulvérisateurs électriques, de matériel de stockage de produits, de limitation des manutentions. Donc, c'est intéressant, ça gagne à être connu. Voilà, donc, c'est quelques mots pour la promotion de ce dispositif. Alors, nous avons, merci Xavier, une autre question de Léa. Avez-vous un pourcentage d'accidentologie avec les piqûres de guêpes et y a-t-il des préconisations faites par la CGSS? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai pas ce niveau de connaissance. Oui, Yolande, on t'entend. Peut-être que tu souhaites répondre à cette question. Ouais, sur les guêpes, je veux bien répondre, puisqu'effectivement, nous avons déjà eu des accidents
en lien avec des piqûres d'abeilles, justement, un exploitant qui travaille sur son exploitation et qui se fait attaquer par des abeilles au moment où le tracteur va passer au mauvais endroit. Donc, première préco, une cabine fermée. C'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, la CGSS Guyane, je pense que dans les autres caisses aussi, on est prêt à accompagner sur l'acquisition de la cabine, puisque le tracteur, il peut être vendu avec ou sans cabine. Fort souvent, le fait d'avoir la cabine, c'est un coût supplémentaire. Alors, on accompagne, on n'hésite pas à accompagner sur ce coût. Alors, il y a la faune. Effectivement, on parle d'abeilles, de guêpes. On peut aussi parler de serpents, parce qu'il y en a, chez nous en tout cas. On va parler aussi de la flore. Donc, les risques de se prendre une branche, effectivement, au niveau du visage ou de la poussière. Travailler dans cabine, c'est vraiment améliorer ses conditions de travail. C'est là une de nos premières préconisations. Il y en a d'autres. Donc là, je vous invite à vous diriger vers l'OIRA que nous avons réalisé, puisqu'effectivement, les risques liés à la faune et à la flore sont identifiés. Merci beaucoup. Alors, nous regardons s'il reste effectivement des questions. Donc, pour le moment, non. On va peut-être attendre encore une petite minute pour être sûr qu'il n'y a pas de dernière question. Alors, si pendant ce temps, je peux rajouter, Bien sûr. avoir une cabine, c'est très bien, mais ça me fait un peu sourire, il faudrait pas, parce que souvent, on voit l'agriculteur qui a une cabine qui travaille porte ouverte. Donc, voir une cabine et ne pas l'utiliser comme il se doit, c'est-à-dire travailler porte fermée. Aujourd'hui, la climatisation est aussi proposée sur pas mal des engins de travail au champ. Donc, n'hésitez pas, si c'est une option, à cocher la petite case, à cocher cette option, voire à vous rapprocher de votre caisse, voir comment elle peut vous accompagner là-dessus. Ce n'est pas un luxe. Ça améliore vraiment les conditions de travail. Merci. Bon, bah, effectivement, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va clôturer cette séance de questions-réponses. Très bien, écoutez, donc, il nous reste donc, au nom de l'ensemble des intervenants et donc à vous remercier pour votre participation. Merci à l'appui technique également. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne. Donc nous enverrons le lien à l'ensemble des personnes qui étaient connectées et vous retrouverez voilà, dans l'ensemble de cette intervention. Voilà, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous.